est sur le plateau aujourd'hui pour nous accompagner dans toute liberté. Jacques Attali. Bonjour, cher Jacques. Vous êtes écrivain, vous êtes ancien conseiller d'État, vous êtes hôte et conseiller de moult président, et vous êtes auteur là de France 2040, fragments d'avenir aux éditions Flammarion. 30 penseurs qui ont réfléchi sur le monde de demain et qui donnent des solutions. Et ça fait du bien quand même. Il y a 1000 propositions dans ce livre. On va en parler au fil de cette émission. Avec nous aussi Emmanuel Ducrot. Vous êtes éditorialiste économie à l'opinion. Christophe Barbier dit pic de la Mirandole. Et Guillaume Audat. Cher Guillaume, vous êtes notre chroniqueur international. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Alors, en effet, il y a eu hier cette phrase du chef de l'état-major des armées, Fabien Mandon. Il a tenu un discours inédit au Congrès des maires. On l'écoute. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Elle est puissante cette phrase, Christophe. C'est pas du tout commun qu'un chef d'état-major des armées s'adresse au Congrès des maires de France. Non, d'abord c'est la grande muette, donc la parole est rare, et la parole vers les maires télévisée, on sait que c'est une parole vers les Français. Donc chaque mot pèse. Alors évidemment, perdre ses enfants, il aurait pu dire simplement risquer la vie de ses enfants, ça peut faire peur, ça peut créer la panique, ça peut aussi sonner la mobilisation. On a perdu le sens de la guerre, de ce qu'elle représente vraiment, c'était en effet la mort de ces enfants. Rappelez-vous, en 2010, quand il y a eu des morts dans la Kapisa, en Afghanistan, plusieurs soldats français tués, il y a des familles qui avaient dit il y a eu une mise en danger d'autrui. Mais si vous acceptez cela, il n'y a plus d'armée possible. Donc il faut revenir à ces réalités tragiques que sont la guerre. Je me suis repenché dans L'étrange défaite de Marc Bloch. Marc Bloch qui va entrer au Panthéon l'année prochaine. Et parmi les raisons de la défaite, Marc Bloch écrit ceci. On n'en avait pas assez dit pour nous faire peur. Pas assez, pas dans les termes qu'il eût fallu pour que le sentiment commun acceptât l'inévitable et consentit à remodeler le moral du civil. Marc Bloch, il dit la même chose que Fabien Mandon. Marc Bloch l'a dit après la défaite, et Mandon essaye de le dire dans cette avant-guerre que nous vivons, puisqu'il pronostique une tentative russe d'agresser l'OTAN et l'Europe avant 2030. Le chef d'état-major des armées, ainsi que les militaires de tout grade, je crois, est contraint par le droit de réserve. Il ne peut statutairement s'adresser qu'à la commission de défense de l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc le fait qu'il fasse cette déclaration, Jacques Attali, ça a vraiment du poids. Et c'est évidemment sans doute en accord avec le président de la République. Oui, c'est une déclaration très importante qu'il faut lire en détail, parce que comme l'a dit Christophe, il décrit un scénario. Moi, j'avais écrit à plusieurs reprises des articles sur le thème « Pourquoi faut-il être prêt à risquer sa vie ?» Ce qui est plus large. Est-ce qu'on peut risquer sa vie pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer? Est-ce qu'on peut risquer sa vie, comme on le voit avec ce garçon héroïque à Marseille, pour lutter contre le trafic de drogue? Est-ce qu'on peut risquer sa vie pour la guerre? Et c'est pas seulement la vie de ses enfants, parce que quand le chef d'état-major parle des enfants, il donne le sentiment que c'est pas nous, c'est nos enfants. Mais non, c'est chacun d'entre nous. Pourquoi faut-il risquer sa vie? Et il est clair qu'une nation qui ne sait pas identifier les causes pour lesquelles elle est prête à risquer sa vie est une nation perdue, absolument perdue. Donc, la clé, c'est non pas de risquer sa vie ou de perdre ses enfants in abstracto, c'est de savoir pour quelle cause on est prêt à le faire. Et moi, j'identifie quelques causes. Évidemment, la liberté, la démocratie, notre mode de vie, notre indépendance nationale. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça d'une façon très claire. Les États-Unis ne sont plus là. Je répète depuis très longtemps, nous sommes seuls. Si on est seul, ou on est prêt à risquer sa vie, ou on est un vassal. Ou on est un vassal. Ou on est un vassal, c'est simple. Ou on est un vassal du terrorisme islamique, du narcotrafiquant, de la corruption, de l'ensemble des trois qui est en train de se nouer en une force extraordinairement puissante. Le narcotrafic islamiste corrupteur est en train de devenir une menace pour la République. Et parce que les ennemis s'allient face à un ennemi russe qui déciderait qu'après tout l'Ukraine n'est qu'une entrée en matière, et on le voit d'ailleurs avec les drones qui commencent à se manifester sur les capitales européennes. Nous sommes, et je le dis aussi depuis très longtemps, nous devrions être en économie de guerre. Non pas simplement pour défendre l'industrie de l'armement, mais plus généralement. Si on veut se battre contre un ennemi mortel qui est devant nous, qui est
le climat, ou peut-être le dérèglement climatique, c'est-à-dire l'industrie fossile, qui est un ennemi. Il faut se mettre en économie de guerre pour passer d'une façon très rapide vers ce que j'appelle l'économie de la vie. Guerre, ça veut dire que les Ukrainiens, par exemple, sont à plus de 30% du PIB. Oui, Guillaume. c'est une nation qui est en guerre. Donc, oui, d'accord, mais c'est 30% du PIB et nous, on arrive péniblement à peine 2%, un peu plus. Une économie de guerre, ça ne veut pas dire une économie en guerre. Ce n'est pas la même chose. Une économie de guerre, ça veut dire une économie qui se mobilise, qui travaille beaucoup plus, mais pas seulement pour produire des armements, encore une fois, pour produire la transition climatique. Nous sommes en guerre. La COP, oubliée ces jours-ci, est un champ de bataille dans lequel on voit présents tous les lobbyistes de toutes sortes qui veulent faire ils font leur boulot. Donc il y a beaucoup de... Les menaces aujourd'hui sont les menaces d'ennemis classiques, la corruption, le terrorisme islamique, la drogue et le climat. Au moins 5 menaces. La question est, qu'est-ce qu'on fait face à ces 5 menaces ? Évidemment, on ne doit pas céder. On va en reparler. Guillaume, Fabien Manton parle d'un possible choc avec la Russie d'ici 2030. Ça, c'est un scénario réaliste ou c'est une manière de secouer l'opinion ? C'est un peu les deux de son point de vue. Alors après, il y a aussi des arrière-pensées. C'est aussi le chef d'état-major des armées qui milite également pour que le budget de son armée soit maintenu. Mais au-delà de ça, c'est cohérent quand même avec la situation qui prévaut au moins depuis 4 ans sur notre continent. La guerre, elle est de retour en Europe. La menace, elle existe, c'était plus le cas depuis à peu près 35 ans, la chute du mur, l'effondrement de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide. On croyait qu'on n'avait plus d'ennemis, si, patatras, boum, on a la Russie qui avant d'attaquer l'Ukraine comme elle l'a fait en 2022, avait attaqué la Géorgie, avait envahi une partie de l'Ukraine, c'est-à-dire la Crimée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'elle s'est arrogé le droit de fixer ses frontières par la force, et qu'en fait on est entré de facto dans un monde de rapports de force. Et dans un monde de rapports de force, ce qui compte, c'est on n'y est pas entré, les rapports de force sont juste changés. On est revenu dans un monde de rapports de force, et ce qui compte dans un monde de rapports de force, c'est de dissuader votre ennemi ou votre adversaire de vous attaquer. C'est comme ça qu'il faut lire les propos du chef d'état-major des armées. Il faut qu'on soit prêt, et le message qu'on doit lancer à nos possibles adversaires, suivez mon regard du côté du Kremlin et de Moscou, c'est qu'on est prêt à assumer la confrontation. Les batailles, ce sont les armées qui les mènent. La guerre, c'est la nation tout entière qui l'a fait. Et la nation tout entière, ça veut dire par exemple préparer les hôpitaux à accueillir des blessés, le sang qu'il va falloir gérer. Ça veut dire préparer une économie, comme on l'a dit à l'instant. C'est ça la guerre, c'est la nation, c'est le pays qui la mène. Les batailles, le front, ce sont les armées. C'est ça que nous dit le général Manton. Emmanuel ? Il y a une polémique qui monte sur le fait que est-ce qu'il aurait dû le dire ou pas. Alors justement, regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Je veux exprimer un désaccord total avec le discours du chef d'état-major des armées. Ce n'est pas à lui d'inviter les maires ni qui que ce soit à des préparations guerrières décidées par personne. Oui, enfin, il fait du Jean-Luc Mélenchon, c'est très bien. La question, c'est pas est-ce que on peut être en désaccord ou pas. C'est factuel. Enfin, on peut être en désaccord avec les faits, mais enfin, ça ne mène jamais très loin. C'est pas la première fois qu'il le dit, Fabien Manton. Il l'a déjà dit devant la représentation nationale quand il a été auditionné. C'était passé un peu inaperçu, mais il l'a déjà dit. Alors après, est-ce qu'il a raison de le dire ? Oui, parce que qu'est-ce que c'est le courage ? Le courage, c'est pas de vivre sans la peur, c'est de diriger la peur vers une bonne direction qui nous soit utile. Et ça veut dire, quand on parle d'une économie de guerre, c'est pas simplement fabriquer de l'armement, c'est préparer la maison au sens grec du terme à la guerre. Mais justement, ils ont publié un kit de survie, vous avez vu ça ? Un kit de survie, tous responsables. Alors, mais ça veut dire c'est un état d'esprit. Donc on se prépare au pire. Alors ce kit, il est utile pour les guerres, mais il est utile pour les catastrophes naturelles, il est utile pour les grosses pannes d'électricité. C'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est de la préparation. Et se préparer, ça ne fait pas venir le danger, ça permet juste de l'affronter. Il y a un autre point sur lequel il faut qu'on soit vraiment tous alertés. Il y a la guerre, la confrontation physique, etc. Et puis il y a la guerre de basse intensité. Et on est déjà en guerre de basse intensité, notamment sur les questions informationnelles et les questions numériques. Et ça, il faut que nos concitoyens soient armés contre ça. C'est-à-dire, il y a dans l'espace public des fausses informations qui sont des opérations de guerre informationnelle qui sont déjà là. Il faut qu'on apprenne à réagir face à ça, à être méfiant, à ne pas relayer n'importe quoi et à faire usage de notre esprit critique qui est une arme de guerre. Et puis, numériquement, on a des guerres numériques. Il faut que les entreprises se préparent dans leurs infrastructures à affronter ces attaques et à redémarrer quand elles arrivent. Ça, c'est de la guerre informelle et cette guerre, elle est déjà là. Oui, cette guerre, elle est déjà là.
On en reparlera cette année, je pense. Merci Emmanuel pour ce point. On passe à la une numéro 2. Une numéro 2. Hier soir sur LCI, Patrick Pouyanné a mis les pieds dans le plat. Selon lui, on ne résoudra rien tant qu'on refusera de regarder d'abord ce qu'on dépense avant de chercher à taxer. Et puis, il a aussi dit ça. En fait, les pompes à essence en France, c'est des pompes à taxes. Voilà. Désolé de le dire aussi crûment. Ça a été à la source d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, l'État taxe effectivement 1 euro sur 1,70 €. Et qu'est-ce qui fait l'État de cela? Ça rejoint le budget général. Vous contribuez en tant qu'automobiliste à combler le déficit de l'État. Pompe à taxe, pompe à essence, Jacques Attali ? Je m'étonne qu'un homme supposé aussi intelligent que M. Pouyanné dise une telle banalité. Parce que, par définition, l'impôt, comme la TVA, ou celui-là, ou beaucoup d'autres, sont des taxes sur la consommation. Donc pas plus celui-là qu'un autre. Et il se trouve que celui-là est particulièrement une bonne taxe, parce que si la TVA taxe parfois des choses très saines, ça taxe quelque chose de très dangereux. Le carburant est un ennemi de l'humanité. Le carburant fossile est un ennemi de l'humanité. Alors c'est vrai que dans certaines circonstances, et les Gilets jaunes l'ont montré, on peut très maladroitement attaquer des gens qui ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser. Oui, il y a une question centrale du pouvoir d'achat aussi. Non, pas de pouvoir d'achat, d'utilisation du pouvoir d'achat, c'est pas la même chose. On peut utiliser son pouvoir d'achat autre chose si on peut, c'est la question de liberté réelle et de liberté formelle. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on doit taxer très fortement tout ce qui nuit aux générations futures. C'est le cas du tabac, on le taxe, mais peut-être pas assez. Il y a des pays qui le taxent beaucoup plus que nous. Et le carburant devrait être taxé encore plus dans la mesure où on crée les conditions d'avoir des transports collectifs qui nous permettraient de nous en passer. Donc là, et en particulier pour préparer l'évolution qui est en marche aujourd'hui, qui est planétaire, qui est le basculement que M. Pouyanné connaît, mais dont il ne veut pas parler, c'est le basculement vers l'économie électrique. Tout est en train de devenir électrique. Les voitures, pas aussi vite que ça devrait, mais tout est en train. Et bientôt, on n'aura plus besoin de carburant fossile parce que tout sera électrique. Et là, ça rejoint la question précédente. Un des grands risques de la guerre ou de la menace de guerre, c'est la pénurie. Et la menace de nous priver de ce dont on a besoin. Aujourd'hui, pour passer à l'économie électrique, il faut avoir des choses qu'on n'a pas. C'est-à-dire non pas des terres rares, qui sont ni des terres ni rares, mais les capacités de raffinage qui nous permettraient d'échapper au chantage chinois. Il faut à tout prix créer les conditions d'une économie électrique autonome. Et ça, M. Pouyanné devra y passer et une part essentielle de son activité va disparaître. Emmanuel, alors moi, question de pouvoir d'achat ou d'assignation Moi, j'ai plusieurs réflexions à faire. La première, c'est que Total est un des premiers acteurs des énergies renouvelables. On ne le dit pas assez, cette entreprise, on adore la détester, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que l'Europe a fait n'importe quoi avec l'électrification des mobilités. On a mis la charrue avant les bœufs, on a détruit notre industrie qui fonctionnait pour la remplacer par rien. Si, par des importations chinoises. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est qu'il faut qu'on arrête de réfléchir tous ici sur nos plateaux comme des urbains. Vous parlez des mobilités collectives, ça fonctionne très bien dans les zones densément peuplées. La France est un grand pays rural. C'est-à-dire qu'on a une grande partie de la population qui, quoi qu'on fasse, ne pourra pas être desservie par les mobilités collectives. Voiture électrique. Voilà, mais la voiture électrique, comme je viens de le dire, on l'a pas. Donc en fait, il faut réfléchir toujours au pas de temps, à mon avis, aux échelles de mise en place des différentes taxes incitatives. Si on le fait trop tôt, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on flingue sans possibilité de remplacement. Et c'est un problème. Une entreprise française, pas besoin de donner de nom parce que je ne veux pas te faire de publicité, vient de lancer une voiture électrique à moins de 20 000 €, très habilement faite, en inversant la logique, c'est-à-dire qu'elle importe un savoir-faire chinois et elle fabrique la voiture en France. Ça, c'est remarquable. C'est quelle entreprise ? C'est Renault. C'est Renault. Christophe. Louis Gallois dit quand il dit nous sommes devenus un pays émergent, nous demandons des transports. Non mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand j'étais petite, on disait on transfère tout en Chine et de toute façon ils nous copient et on sera à l'abri. C'est fou de ne pas avoir eu cette vision qu'à un moment il nous surplomberait, enfin je veux dire, il deviendrait... Jusqu'à une époque récente, le différentiel des prix se justifiait sur les produits chinois par la différence de qualité. Il faut qu'on comprenne que c'est fini. Mais on a connu la même chose il y a 40 ans avec les Japonais. On a dit que leurs produits étaient catastrophiques, puis très vite ils sont devenus très bons. Donc c'était évident que la Chine allait devenir une grande puissance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Renault importe dans la technologie chinoise ? C'est le temps. Ils ont été capables, les ingénieurs français en Chine, à faire un prototype en 15 jours.
alors que normalement il faut 1 an. Et après, ils ont mis au point la voiture en 2 ans, alors que normalement, il en faut 5. Bon, ça, c'est un apport des méthodes chinoises, encore une économie de guerre, c'est-à-dire faire les choses beaucoup plus vite. C'est uniquement une question de protocole de production, pas de technique très sophistiquée. Bon, maintenant, ça, on peut le rattraper en Europe. D'ailleurs, la voiture va être produite en Europe. La bataille n'est pas perdue. Si on sait la mener, la bataille n'est pas perdue. La bataille, y compris de la récupération, à condition d'avoir assez d'humilité pour savoir qu'il y a des gens, quand il y a 1 milliard de personnes et plus, qui ont une extrême intelligence et qu'on a des choses à apprendre d'eux. Non, mais mais juste une lichette. Oui, ça nous renverra peut-être après la réclame vers le titre de votre ouvrage, France 2040. Mais c'est vrai que les Chinois, ils ont une vision et qui a été développée par Xi Jinping il y a déjà 10 ans. Ils ont fait et ils ont compris qu'en réalité, ils étaient dépendants des hydrocarbures et qu'il fallait développer une vision qui les porterait vers l'électricité, le raffinage des terres rares. Et on y est aujourd'hui. Bon, on fait une petite pause et après on arrive sur votre livre, Jacques, retraite, travail, enfin bref, vous allez tout analyser. La France est un peu dans le déni, mais vous avez des solutions. On en parle dans un instant sur LCI. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau dans toute liberté avec Emmanuel Ducrot, Christophe Barbier, Guillaume Audat et avec Jacques Attali. Jacques, vous venez avec ce livre, France 2040. C'est une réflexion sur l'avenir avec combien d'auteurs, Guillaume? Je me suis pas tout à l'heure. 48 auteurs. avec l'homme qui dirige cette noble assemblée de rédacteurs, c'est-à-dire Jacques Attali. Et un préfacier qui est plus que centenaire pour nous éclairer l'avenir. C'est paradoxal comme choix. Oui, j'étais très heureux qu'Edgar Morin veuille bien écrire ce texte très subtil. Il a bien voulu. Alors, il y a 400 pages, 48 auteurs, des milliers de propositions. On aurait pu faire 10 émissions tellement ce livre est foisonnant, mais on en a choisi... Enfin non, on n'en a pas choisi d'ailleurs. Guillaume, allez-y, vous aviez une question sur le travail. Parce qu'en fait, je bouleverse ce qu'on avait dit. Non, mais c'est bon. Alors le travail, vous dites, pour aller un peu et résumer votre pensée et celle de vos auteurs, la jeunesse, on la laisse tomber complètement dans les débats budgétaires qui sont les nôtres en ce moment. On met beaucoup en fait sur les retraités. On met énormément sur les pensions et la fin de vie, alors qu'il faudrait se concentrer sur cette jeunesse et donc sur le travail qu'on a à lui offrir. Qu'est-ce que vous dévoilez? Qu'est-ce que vous nous dites de ces fragments d'avenir de cette France 2040 sur la jeunesse? C'est tout l'objectif de ce livre, qui est non pas d'être un programme. Nous en préparons un que nous publierons entre janvier et février pour les élections présidentielles, un programme à la disposition de tous les candidats. Mais là, on a voulu se projeter en 2040. Et je vais répondre à votre question sur les jeunes, qui est essentiel, évidemment. Les Chinois, vous l'avez dit tout à l'heure, ont des plans quinquennaux et présentent l'avenir. Il vient d'avoir une réunion la semaine dernière du comité central du parti qui a défini des objectifs à 10 ans. Le rêve chinois, ça s'appelle même celui de... Voilà. Nous, je pense, et nous sommes très nombreux, évidemment tous ces auteurs, à penser que si on n'a pas une idée de ce que peut devenir la France en bien ou en mal, on ne saura pas quoi faire. Sinon, on va se nubiler sur des mesures de détail comme le tragique, lamentable, grotesque débat parlementaire d'aujourd'hui. J'hésite entre tragique et grotesque. Sur la jeunesse, il est évident qu'aujourd'hui, et ce tragique débat parlementaire nous montre l'obscène priorité donnée aux personnes âgées. À chaque instant de ce débat parlementaire, on voit que chaque fois qu'il est question de toucher aux privilèges des personnes âgées, on renonce, on recule, le Parlement refuse. Moi, je rêve d'un mouvement qui s'appellerait Gen Z 33, comme il a été un mouvement Gen Z 212 au Maroc, où la jeunesse a dit « ça suffit ». Pourquoi 33 pour la Gironde? C'est l'indicatif téléphonique. 212 au Maroc, 33 pour nous. Voilà, pas pour la Gironde, mais pour l'indicatif téléphonique, puisque la jeunesse marocaine, qui a été entendue par le roi, qui a pris des décisions très courageuses ensuite face à ce mouvement, la jeunesse française devrait se révolter. C'est pas possible ce qui est en train de se passer. On passe tout aux retraités, on passe tout à l'instant présent, et on n'investit pas ni sur l'éducation. Or, c'est ce que nous assistons, ce que nous montrons dans ce livre, c'est que si on n'investit pas sur l'agriculture biologique, contre l'agriculture intensive, contre les énergies fossiles, pour l'éducation de toutes les façons possibles, le pays va disparaître. Alors là, Christophe a une réponse toute faite à vous faire. Christophe, votre réponse habituelle, c'est oui, mais les retraités vote. Oui, c'est-à-dire que la couardise parlementaire, elle est appuyée sur une sorte de logique électorale. Absolument. Comment casser cela? Il y a la forme révolutionnaire, mai 68, on veut un monde pour les jeunes. Est-ce qu'il y a une autre forme possible pour convaincre tous ces seniors qui, dans leur vie privée, aident leurs enfants et leurs petits-enfants de le faire aussi comme citoyens? Vous avez tout à fait raison. Plus largement,
100% des électeurs sont des consommateurs et 40% seulement des électeurs sont des travailleurs. Donc il est normal qu'on préfère les consommateurs aux travailleurs, ce qu'a fait d'ailleurs l'Union européenne aussi depuis 50 ans, et ce que fait la France. Quand on s'obsède sur le pouvoir d'achat immédiat, c'est qu'on préfère les consommateurs, et évidemment les consommateurs âgés sont le cœur de cible de nos chers élus. Je ne veux pas dire qu'il faut remettre en cause la démocratie, mais il faut essayer et c'est ce qu'on essaie ici, de donner un droit de vote aux générations futures, de faire que les générations futures aient le droit de s'exprimer, et que les retraités considèrent que c'est leur rôle de créer les conditions d'une vie meilleure que la leur pour leurs petits-enfants. Pour leurs enfants. Et pour cela, ça veut dire qu'ils acceptent de transférer des richesses. Si on ne construit pas de logement, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas d'enfants. Sans logement, il n'y a pas d'enfants, c'est clair. Et s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus rien. Donc, les retraités ont intérêt au bien-être des générations futures. Pour une raison simple, c'est que s'il n'y a pas de génération future, les retraités vivront un enfer dans l'avenir. Donc, même, c'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé, nous avons intérêt, les retraités ont intérêt, moi je ne suis pas retraité, même si j'en aurais peut-être, selon certains, l'âge, les retraités ont intérêt au bonheur des générations futures et des plus jeunes. C'est leur intérêt. Donc, ce n'est pas faire un sacrifice, c'est dans leur intérêt de faire que les plus jeunes aient les moyens d'apprendre, de travailler, de réussir. Est-ce que vous êtes pour le droit de vote à 16 ans? Oui, non? Je suis d'abord pour que tout le monde vote le maximum. Donc je suis plutôt pour le vote obligatoire. Mais le droit de vote à 16 ans, je ne suis pas sûr qu'on y aille. On devra y aller progressivement. Peut-être faudra-t-il passer par des étapes intermédiaires. Il y a un autre chapitre dans votre livre qui est rédigé par Hervé Lebras et qui montre que la France va vieillir. C'est totalement exponentiel. C'est un point fondamental de notre avenir. Vous le disiez, on ne construit pas de logement, les gens ne font plus d'enfants. Comment on peut financer ce modèle social qu'on aime tant? On ne peut pas. Il faut faire plus de logements pour avoir plus d'enfants, ça c'est clé. Pas d'enfants sans logement. Et il faut aussi affronter la réalité. Pas de jeunesse demain sans intégration d'étrangers. Je ne dis pas sans apport d'immigrés, sans intégration d'étrangers. Parce que ce qu'on oublie trop, et les études qui sont parues cette semaine le montrent, c'est que sans étrangers, le pays disparaît. Madame Meloni vient de régulariser 500 000... Les conditions sont drastiques, hein? Oui, mais c'est ça qu'il faut imposer aussi. Il faut avoir une politique de l'intégration. On ne parle jamais de ça. Je ne parle pas d'assimilation, je parle d'intégration. Et une intégration, ça se passe sur plusieurs générations. Par exemple, personne ne sait ce que c'est le FLE. Vous ne savez pas ce que c'est. Langue étrangère. Le français en tant que langue étrangère. C'est-à-dire le français qu'on enseigne à ceux qui ne sont pas français. Il y a très peu d'argent consacré au FLE en France par l'État. Ce sont des associations magnifiques qui le font. Or, si on n'enseigne pas le français, les valeurs françaises, la laïcité, la culture, on va créer les conditions d'un islamisme des migrants venant de pays musulmans, alors que ces gens-là, comme tout le monde, ne rêvent que de s'intégrer à la société française. S'ils sont venus là, s'ils ont immigré vers la France, c'est parce qu'ils aiment le modèle français, pas parce qu'ils aiment le modèle d'où ils viennent. Oui, je le crois. Et on le voit dans l'attitude des générations jeunes. Si on fait en sorte de ne pas les frustrer, de créer les conditions de les intégrer. Il faut à tout prix créer les conditions de l'intégration des étrangers, donner le recevoir que dans la limite des moyens qu'on se donne pour intégrer ceux qui arrivent. Et pas seulement ceux qui arrivent, mais sur plusieurs générations. Sinon, eh bien, on crée de bombardements étrangers dans le pays. Dans votre livre, vous dites une chose simple, on promet plus qu'on peut payer, en fait. Qui, en 2025, a encore le courage de dire la vérité aux Français? Ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est politiquement utile pour sa propre élection de dire la vérité aux Français, ou est-ce qu'on n'est pas condamné au mensonge en politique? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que quand j'étais petite, je sais pas si c'était De Gaulle ou Pompidou, etc., mais j'entendais parler d'avenir. J'entendais parler de grands plans, j'entendais parler du TGV, j'entendais parler du nucléaire, du Concorde. Vous avez 1000 fois raison. On nous emmenait vers quelque part. Et ça fait cette source de vitalité, c'est tari. C'est tari depuis, je ne saurais même pas dire depuis quand, mais je n'entends plus parler de ça. Je n'entends parler, je vous dis, que des retraites et de la fin de vie. Et je n'ai pas de perspective. Vous avez 1000 fois raison, et c'est l'objet de ce livre.
France 2040, c'est qu'on veut dire ayez des objectifs au moins jusqu'à 2040. Oui. 2040, c'est demain matin, c'est même pas de la science-fiction. C'est même court, d'ailleurs. Exactement. Regardez, 15 ans avant, ça nous est 2010, c'est hier. Donc 2040, c'est vraiment demain. Donc on dit, donnez-vous des objectifs à 15 ans. Et vous avez raison, des grands projets. Mais oui, on manque terriblement de grands projets. Et là, ça fait un engrenage. Si vous voulez avoir des grands projets, il faut avoir des ingénieurs d'État capables de les conduire. Il faut avoir un État fort, un État compétent. On n'a plus ça. On voit bien la façon dont se délitent un certain nombre de nos activités industrielles de long terme. J'ai lu avec intérêt le livre et la préface, et j'ai été frappée d'une chose. On y lit que la France doit être encore un modèle d'innovation, qu'elle peut faire des choses à sa manière. Voilà. Enfin, pour l'instant, la seule chose qu'elle a prouvée, c'est qu'elle a été le seul pays de la zone euro à être incapable de réduire sa dépense publique, à s'illusionner sur la question des retraites, parce qu'elle pense qu'elle peut faire différemment de ce que tout le reste de l'Europe et du monde a compris sur le vieillissement et la nécessité de travailler plus longtemps. Est-ce qu'il y a un moment, il ne faut pas qu'on redescende un petit peu de notre piédestal mental et de se dire que nos expérimentations où on pense qu'on peut aller contre le réel en permanence, ça va 5 minutes et ça nous a surtout beaucoup nui. On peut pas nier qu'il y a d'autres pays qui réussissent et peut-être qu'on peut aussi accepter de s'inspirer parfois. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Premièrement, s'inspirer de l'étranger, c'est fondamental. Sur tous les sujets, il faut notamment toujours sur l'intégration, regarder ce qui se passe ailleurs. Deuxièmement, il y a énormément de choses dont il faut être fier en France. Il y a des innovations extraordinaires, et on le voit dans le livre, il y a énormément de choses sur lesquelles nous sommes leaders, et il y a des entreprises françaises qui sont leaders mondiales, il y a des entreprises naissantes extraordinaires, donc faut pas nier cela. Par contre, le scandale, c'est l'appareil politique, dans son ensemble. C'est lui qui nous conduit dans le mur. Alors que le pays est lui-même, j'enrage de ça. Le pays est profondément innovateur, créateur, extraordinairement dynamique, avec des gens fantastiques partout dans les provinces et à Paris. Et le résultat politique, c'est qu'on est le seul pays de l'Union européenne qui a un déficit budgétaire, un déficit du budget primaire, un déficit de la balance commerciale et un déficit de la balance des paiements. Aucun autre pays de l'Union européenne. S'il n'y avait pas l'euro, on serait l'Argentine. L'Argentine dans toutes ces catastrophes. Voilà. Donc c'est un désastre démagogique du politique parce qu'il ne s'occupe que de l'instant. Vous répondez juste à ma question. Donc c'est pas les politiques. On peut faire de la politique sans mentir? Oui, bien sûr. Je vous donne juste un exemple. Pour moi, le dernier homme d'État français, c'est François Mitterrand. C'est le dernier. Lui, sur les retraites, pardon, non, Jacques. Non. Il a dit, je la mets à 60 ans. Ça, c'était quand même une grande démagogie. Je sais que c'est d'une catastrophe. Et après moi, le déluge. Ce n'est pas exact. Dont vous avez inspiré le programme économique. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Je vous rappelle que l'espérance de vie en 1981 était de 10 ans de moins qu'aujourd'hui. Je vous rappelle que les ouvriers en 1981 avaient moins de 10 ans d'espérance de vie. Et que je revendique que cette baisse de l'âge de la retraite était nécessaire pour les ouvriers qui n'avaient pas d'espérance de vie. Mais évidemment, on le savait, il fallait créer les conditions de cela. Et moi, j'ai toujours dit depuis cette époque qu'il faut que 2/3 de l'augmentation de l'espérance de vie aille à une augmentation de la vie tout court et 1/3 aille à l'augmentation de l'âge de la retraite. Ce qui veut dire qu'on aurait dû normalement continuer. Moi, j'étais contre les 35 heures, je l'ai dit, ce n'était pas d'ailleurs sous François Mitterrand, et je pense que après la retraite à 60 ans, à cette époque-là, était nécessaire. Après, il aurait fallu revenir à augmenter l'âge de la retraite. Maintenant, sur votre question première qui était... Est-ce qu'il faut mentir en politique? Non, il ne faut pas mentir. Alors, j'ai dit pourquoi François Mitterrand. Parce que François Mitterrand, il a été élu sur quoi? Il a été élu sur une phrase qu'il a dit en février 80. Sur la peine de mort? Sur la peine de mort. Et il a dit, je suis contre la peine de mort, même si les Français sont pour. Et les Français ont compris. Voilà un homme sérieux qui nous dit ce qu'il faut faire. Je suis convaincu qu'un homme politique devient un homme d'État s'il accepte d'être provisoirement impopulaire, parce que je sais que les Français sont assez sages pour entendre ce discours. Or, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a personne. On va passer à la phrase qui fait du bruit, parce que vous avez des pages sur l'IA, qui est vraiment la révolution qui va nous faire exploser le monde tel qu'on le connaît, nous. Et il y a une petite phrase hier du président de la République, écoutez-la. Prochaine municipale, aux prochaines présidentielles, je vais vous dire ce qui va se passer. De plus en plus de nos compatriotes, ils vont aller sur leur IA, sur leur agent IA, et ils vont dire pour qui je dois voter. Phrase qui fait du bruit. Alors, on est allé sur l'IA.
avec Pierre Béretche, qui est le chef d'édition. On lui a demandé, Pierre il ne paye pas ChatGPT. Donc, ChatGPT lui a répondu, qu'est-ce il vous a répondu? Je peux pas te dire pour qui voter, ce serait de l'influence politique directe et c'est ni permis ni souhaitable. En revanche, je peux t'aider à clarifier tes critères, à comprendre les programmes de façon neutre. Et alors, moi qui suis abonné, en revanche, comme il me connaît mieux, il a des pudeurs de gazelle, ChatGPT. Il dit non, je peux pas vraiment t'aider, mais si tu veux, on affine ensemble. C'est quoi tes grandes priorités, etc. Vous redoutez ça, comme le président de la République? Non, pas du tout. Je pense que c'est dans cette dimension-là, c'est un outil de dialogue qui permet de réfléchir. D'ailleurs, aujourd'hui, l'influence principale de l'IA, elle est dans l'éducation. Ce qui est menacé. Le fait que l'IA nous aide à réfléchir en politique, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, ça prouverait que les électeurs se posent la question avant d'aller voter d'une façon oui, c'est vrai. C'est déjà bien. consciente. Donc, c'est pas plus mal. Tandis qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est surtout les jeunes qui ont plus confiance à l'IA qu'à leurs profs. Et je vois d'ailleurs un usage très intéressant en Afrique, où il y a malheureusement pas assez de profs, ni pas assez d'écoles. Les jeunes, ils apprennent avec l'IA. Et c'est bien. Alors, l'IA a des limites que je connais par cœur et qu'on connaît tous, les hallucinations, les mensonges, etc. Mais là, il y a une dimension d'érudition sommaire qui va permettre de gagner beaucoup de temps. Mais l'apprentissage, Jacques Attali, c'est bien peut-être, mais jusqu'à un certain point, parce que si on prolonge la réflexion du président de la République, qui dit à un moment donné, on va aller dans l'isoloir, on va demander à ChatGPT, bon enfant, voilà, je suis perdu, pour qui je vote, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, pour qui je vote, et à un moment donné, vous allez avoir une réponse qui sera aussi émise en fonction du propriétaire de cette intelligence. Non, pour l'instant, c'est pas le cas. Je prends l'exemple de Grok, qui appartient à Elon Musk, dont on a vu l'ingérence dans plusieurs scrutins électoraux en Europe. Si à un moment donné, il configure son algorithme de telle sorte à vous souffler d'aller voter plutôt à l'extrême droite ou plutôt à l'extrême gauche en fonction de ses lubies. À un moment donné, les intérêts d'Elon Musk, ce ne sont pas ceux de la démocratie, des valeurs qu'on défend. D'accord avec vous, mais il faut dire qu'honnêtement, pour l'instant, c'est pas le cas et que nous avons en Europe, pour l'instant, mis en place les législations qui devraient nous permettre de nous y opposer. Mais là, ça renvoie à un autre débat politique. Prenons ce scénario de science-fiction qui est passionnant. Supposons que Grok dise: vous devez voter pour Madame Le Pen d'une façon spontanée. Nous, on dirait non, c'est pas possible, faut l'interdire. Et à ce moment-là, on ressortirait la petite phrase la plus importante, à mon avis, de la campagne électorale américaine, celle de M. Vance, qui a dit: si vous contrariez les intérêts de M. Musk en Europe, nous nous retirons de l'OTAN. Et là, on en vient à l'essentiel. Et on revient à l'économie de guerre. Il faut être capable de vivre sans les Américains. Il faut être accepté de ne pas céder au chantage. Dans la vie, la liberté, c'est d'être en situation de ne jamais céder au chantage. Et là, comme ailleurs, le chantage... Non. C'est pas l'IA en 2027, c'est TikTok oui, pareil, de la même gens façon. pour les consulter. Ils vont gober comme d'habitude et suivre ça. Ouais. Non, mais l'apologie de la liberté par Jacques Attali en fin de partie, c'était quand même pas mal. Donc on garde ça, on vous remercie infiniment d'être passé sur le plateau dans toute liberté. On fait une petite pause. Et dans un instant, Emmanuel, c'est votre carton rouge, l'agriculture qui part en capilotade. Le grand déclassement. Il est question de liberté sexuelle aussi dans cet ouvrage, France 2040. Sonia Tir a écrit un article passionnant que je recommande à tous les lecteurs. Merci Guillaume, merci Jacques Attali. À bientôt. Au revoir. On se retrouve dans un instant sur RFI. Allez, c'est un chiffre qu'on n'a jamais vu. En 8 mois, le solde de la balance agroalimentaire française s'est effondré de 93%. Emmanuel, c'est vrai ça? Parce que rien qu'en faisant le panneau comme ça, on se dit mais c'est pas possible. Depuis 2024, l'agriculture française souffre évidemment depuis des années, ça on le sait. Sa position à l'international s'est dégradée. Autrefois largement exportatrice, la France c'était la ferme de l'Europe, c'est comme ça qu'on l'appelait. La France est aujourd'hui obligée d'importer de nombreuses denrées. Vous voyez cet excellent sujet de Mathias Béringer. Jeffrey, producteur de céréales dans les Yvelines, a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Pour lui, une grande partie du problème tient dans une bouteille. Un pesticide beaucoup moins puissant que celui utilisé par l'ensemble de nos voisins européens et interdit en France. C'est beaucoup moins efficace et on est obligé de passer en pulvérisation 2-3 fois. C'est pas le produit qui coûte cher, mais c'est le passage, le temps de travail, le passage de l'outil qui coûte plus cher. Résultat, son blé français est plus cher que celui des autres pays. Il est moins compétitif.
À cela s'ajoutent des mauvaises récoltes à cause des aléas climatiques et la fermeture récente de marchés entiers où la France exportait massivement ses céréales. L'Algérie, qui était un acteur majeur dans nos exportations de céréales, le contexte géopolitique aujourd'hui fait que ils vont chercher du blé ailleurs, venant de la Russie. À l'échelle nationale, toute l'agriculture française est plongée dans un grand marasme économique. Autrefois garde-manger de l'Europe, largement exportateur, notre pays pourrait voir cette année la balance commerciale agricole s'inverser. Importer plus qu'exporter, une première depuis près de 50 ans. Comment expliquer cela ? Notre production de fruits et légumes ou de volailles est en baisse. Notre production de lait est constante, mais d'ici 7 ans, un éleveur sur 2 partira à la retraite. On a un véritable enjeu de pouvoir attirer des jeunes, des moins jeunes, des femmes dans nos exploitations, mais on a aussi un véritable enjeu de moderniser nos outils de production. D'autant plus que la demande de produits laitiers augmente en France. Impossible de suivre le rythme. Un paradoxe. Il y a moins de 20 ans, les agriculteurs étaient contraints de jeter une partie de leur lait en surproduction. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La France, pays du beurre par excellence, en importe de plus en plus en provenance du Royaume-Uni ou de la Nouvelle-Zélande. Emmanuel, c'est vous qui nous avez suggéré ce carton rouge. C'est édifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. On a saboté. Mais vraiment, on a saboté un de nos joyaux économiques. Pour vous donner quelques chiffres quand même, parce que c'est intéressant de le dire, il y a 20 ans, la France était le 2e exportateur mondial de pays agricoles. Elle a dégringolé dans le classement. 2e exportateur mondial. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. On est aujourd'hui 6e, probablement 7e. On se fait doubler par nos voisins européens maintenant. Les Pays-Bas exportent plus que nous, par exemple. C'est un tout Les petit Pays-Bas ? Oui. Oh. Voilà. La balance commerciale de la France était excédentaire de 8 milliards en 2021. On sera à 0 ou dans le négatif cette année. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que d'une part, on exporte moins. Alors, on exportait beaucoup de céréales, par exemple. On exporte des produits laitiers, puis aussi des vins et des spiritueux. Et alors ça, c'est le marasme parce que il y a des pressions géopolitiques sur le vin et les spiritueux aux États-Unis, notamment. Mais ce qui est plus grave, je trouve, c'est qu'on importe de plus en plus notre alimentation. La volaille, une volaille sur 2 consommée en France est produite ailleurs. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Si. Une volaille sur 2. On commence à avoir des problèmes sur les filières bovines, sur des quantités sur les filières fruits et légumes. Il y a des quantités de verticales de fruits et légumes où on est dépendant des importations. Les fruits rouges, par exemple, c'est fini. On était un grand acteur, c'est terminé. Voilà. Donc ça, il y a des questions de normes. Alors il y a des questions géopolitiques, ça on va se Alors retourner. la géopolitique, je veux dire, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est l'agriculture. Comme on sait que l'agriculture était un point fort européen, c'est là que quand on a des adversaires ou des contreparties géopolitiques, elles frappent là où ça fait mal. C'est logique, c'est comme ça et on n'y peut pas vraiment grand-chose, à moins de prendre la décision politique au niveau européen de défendre ce secteur comme quelque chose qui nous serait vraiment extrêmement cher, mais c'est pas ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Pourtant, c'est vital de maintenir notre... Eh ben oui, quand on va en revenir à nos questions de géopolitique et de mise au carré de la résonance dans la prévision d'une guerre, c'est quand même important de savoir où sont les leviers pour décider. Ensuite, on a le climat. Alors ça, le climat, c'est pareil. Pour l'instant, on n'y peut pas grand-chose. Il n'y a pas de toit au-dessus de la ferme France. Donc là, il faut s'adapter. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent. Et puis, il faut que les agriculteurs soient soutenus pour le faire. Ça veut dire que, pas seulement financièrement, mais qu'on leur facilite la tâche, qu'on leur remette pas de la norme à tout crin. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est rare dans le monde un pays qui a le choix de son destin alimentaire. La France avait été autosuffisant. Alors, ça ne veut pas vraiment dire autosuffisant, ça veut dire qu'on a choisi la dépendance. Ça veut dire qu'on a choisi d'être dépendant de choses dont on sait qu'elles viennent de pays amis et fiables. C'est plus du tout le cas. Ça a été une construction, la puissance agricole de la France, elle a reposé sur l'Europe, ça a été un choix français de dire on est une nation agricole, on met l'accent là-dessus, et il a fallu moins de 20 ans pour détruire ce qui avait été construit. Incroyable. Christophe, c'est un sujet explosif, évidemment, parce que si la France perd son agriculture, elle perd quoi politiquement ? Son autonomie, comme le dit Emmanuel, son identité ? On peut nous affamer.
Si un jour on est en conflit, voilà, on aura faim parce qu'on n'aura plus assez à manger. On perd notre identité parce que derrière l'agriculture, il y a le monde rural. Derrière le monde rural, il y a des siècles, des millénaires de tradition française, de culture française, de mentalité française. Et donc, on peut évoluer, bien sûr. Il ne s'agit pas de rester dans le passé. Mais si on perd comme ça d'un seul coup des racines, bah on est comme le nénuphar. On se met à flotter sur les temps. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. Et puis, ça se fera pas sans révolte, sans protestation, sans drame. Et ce monde agricole, il vote. Ce monde agricole, il manifeste. Dans la dernière décennie ou dans les 5 dernières années, ce monde agricole qui avait tendance à résister au Rassemblement national, notamment dans l'Ouest français, il a rejoint ce vote-là aussi de protestation. Si on parle d'agriculteurs au sens large, c'est-à-dire le monde agricole, para-agricole, c'est-à-dire les gens qui construisent, réparent les machines, le grand monde agricole, c'est 2% de la population française. Le grand monde agricole. 2%. Donc on se rend compte à quel point finalement c'est pas une force électorale très puissante. On n'a pas forcément, c'est plus. Voilà. Alors la ruralité, le monde agricole, c'est deux notions qui parfois se confondent en France, mais c'est plus un poids électoral, ce qui explique aussi sans doute qu'on les a abandonnés. Vous parliez de géopolitique, Emmanuel. Alors c'est vrai qu'il y a des événements sur lesquels on n'a pas de prise, et notamment les tarifs douaniers que cherche à imposer l'Amérique de Trump à la planète entière et à l'Europe en particulier. Il y a des choses aussi qu'on décide de faire. Je prends l'exemple de l'Ukraine. Une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est qu'en 2022, l'Union européenne a accordé un certain nombre de quotas, de droits à des produits que produit l'Ukraine, céréaliers essentiellement, donc le sucre, la volaille, et également mécaniquement, ça fragilise, pour des questions de concurrence, notre modèle agricole. Si effectivement on n'a pas de prise sur de grands événements comme les guerres, en revanche on peut toujours quand même, et c'est la question que je vous pose, chercher des mécanismes de correction, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir légitimement aider un pays qui est en guerre, l'Ukraine, parce qu'il s'agit de nos propres intérêts, et on en parlait en début d'émission, mais pas si la France est une variable d'ajustement. Donc comment est-ce qu'on corrige ça ? Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'au début de la guerre en Ukraine, les agriculteurs français, qui ont des liens assez forts avec les agriculteurs ukrainiens, c'est assez surprenant de le constater, étaient très favorables au soutien de la puissance agricole de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est 20% du PIB, l'agriculture, donc c'est crucial. Et en fait, on aurait probablement pu très bien absorber tout ça au niveau européen, pas seulement français, si on n'avait pas eu une agriculture qui soit en aussi mauvaise santé compétitive à la base. Le problème, c'est pas la compétition des produits agricoles, c'est l'état de délabrement de notre agriculture, parce qu'on l'a dépouillé de ses facteurs de compétitivité, en lui surimposant des normes, en lui imposant un coût du travail qui est supérieur à tout ce qu'il est ailleurs en Europe, etc. Ça, notre pays. Et donc en fait, on s'est imposé, on s'est auto-imposé des boulets qui font que notre agriculture ne peut pas, en l'état actuel des choses, réagir. Mais il faut que chaque citoyen ait conscience que quand on ne défend pas l'agriculture française parce qu'on estime que c'est polluant, etc., on défend l'agriculture qui vient d'ailleurs. C'est très important. Le choix, c'est pas qu'on arrête de manger. On mangera toujours autant. Ouais. Le choix, c'est qu'on ne contrôle plus et on ne maîtrise plus ce qui vient de chez nous. Voilà. Le choix, il n'est pas ça ou rien, c'est ça ou ça. Merci Emmanuel, c'était votre carton rouge et on va passer à votre... Oui, il y a de l'espoir. Elle a pris le contrôle de l'émission. Total. C'était très bien. Emmanuel, votre Il y a de l'espoir, c'est sur cette association dont on porte le badge, sauf Guillaume qui a des vapeurs de gazelle. Ne stigmatisons pas. C'est la journée mondiale de la prématurité. On est dans le mois de la prématurité. Alors je vais vous montrer une petite chose qui est touchante. Qu'est-ce que c'est ça ? Je vais l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est une couche. Une couche de bébés prématurés. Voilà. En France, chaque année, 54 500 bébés prématurés naissent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des enfants qui sont immatures physiquement, qui ont des petits poumons, un petit cœur pas terminé, qui doivent rester longtemps à l'hôpital. Et ça veut dire quoi ? Des familles qui vivent ça comme un tsunami. Et vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu et ça me touche parce que j'ai vécu l'arrivée d'un bébé pas fini. Ça n'a l'air de pas grand-chose parce que dans la plupart des cas, ce sont des bébés qui rattrapent assez bien. Parfois, ça se passe pas bien, parfois ça se passe bien. En l'occurrence, ma fille va très bien. Elle va très bien, mais elle est née. Elle est née à 7 mois et une semaine. Donc elle pesait combien ? Elle faisait 1,7 kg. C'était un gros prématuré. C'était pas mal, ouais. Non, c'était pas mal. Et elle a très très bien rattrapé. Mais on a des petits bébés qui font 600 grammes, 700 grammes. Je vais vous dire, moi j'ai des amis qui ont eu des jumeaux prématurés qui faisaient, je crois, 600 grammes chacun. Regardez cette alliance. Mon ami passait, je sais pas si on la voit, passait le poignet de son bébé
dans son alliance. C'est pas possible. C'est pour vous donner une idée de la taille des petits bébés. Et ils sont de mieux en mieux pris en charge. Ce qui va bien, ce qui va mieux, c'est qu'on sait de mieux en mieux prendre en charge la prématurité. Parce qu'on a compris que quand on les met contre la peau des parents, le papa ou la maman, enfin les deux parents, ça les aide à démarrer. Regardez, on a trouvé un sujet pour vous. Un sujet de Julien Crescent et Dounia Siri. Noah est un grand prématuré, né 3 mois avant le terme. Il devrait normalement être encore à l'hôpital. Pour que la famille rentre chez elle plus vite, ses parents ont suivi une formation après l'accouchement. Apprendre à le nourrir, mais aussi à surveiller sa fréquence cardiaque. La relation est vachement plus proche. Je le prends quand j'ai envie. On joue vachement le rôle de parent. À l'hôpital, c'est cadré. Enfin, c'est pas pareil que la maison. Une fois par jour, une puéricultrice vient contrôler l'état de santé de Noah. Et notamment sa prise de poids. On a grossi, c'est bien. Les parents, souvent, attendent notre visite et pour nous raconter ce qui s'est passé, pour répondre à leurs questions ou à leurs inquiétudes. Pour cet hôpital toulousain, c'est aussi un moyen de libérer des berceaux et donc de faire des économies. Une journée à l'hôpital coûte 400 €, 4 fois plus qu'une journée à domicile. Ce dispositif ne s'applique pas à toutes les familles. Elles doivent répondre à des critères bien précis. C'est des bébés qui font au moins 1,7 kg, 700 grammes, qui sont stables au niveau cardio-respiratoire. Il faut aussi que la famille habite à moins de 30 km de l'hôpital. En 2017, seuls 3 prématurés sur les 245 du dispositif ont dû être réhospitalisés. Une réussite qui encourage désormais d'autres services de néonatologie à favoriser un retour rapide à la maison. C'est là que ma fille est née. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'énormes moyens supplémentaires, de la pédagogie, et pour apprendre aux familles, notamment aux familles élargies, à comment gérer ce tsunami quand un tout petit bébé, une petite crevette arrive. Voilà. On sait de mieux en mieux comment ça marche. Donc voilà, et comme le disait Guillaume tout à l'heure, ce sont les adultes de demain. Mais oui, c'est misé sur une promesse de l'aube, si j'ose dire, et misé sur une promesse. C'est une société qui voit loin et qui mise sur l'avenir. Voilà. Merci à tous les trois. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine à 9h en toute liberté.